Donc je commence par me présenter. Donc je suis, data analyst, enfin Antoine Tissier, data analyst, principalement sur les sujets, d'expérimentation pour Decathlon depuis mars 2020. Auparavant, j'avais été digital analyst pour l'agence Saltima pendant plus de 6 ans et j'ai travaillé également pour, Malakoff Médéric Humanis, une mutuelle sur la partie optimisation de la conversion, consentement, analytics. Alors là, j'ai repris des slides que j'avais déjà présentés dans un autre Major Camp par le passé pour le démarrage. En gros, dans notre profession, on a tendance à, je trouve, vraiment dévaloriser les personnes qui sont expérimentées, et bah, c'est bien et c'est pas bien à mes yeux. Souvent, ce type de citations sont sorties. J'en ai une autre que j'aime bien, qui est tirée d'un Clint Eastwood, qui est en gros une opinion, c'est comme un trou du cul, tout le monde en a un. Et justement, on se place toujours au-dessus. Ça demande par contre pas mal de responsabilités parce que l'air de rien, potentiellement, c'est nous, c'est à cause enfin, c'est grâce à nos données qu'on va diffuser que des choix vont être pris, des décisions vont être prises, et il s'agit pas n'importe quoi. Donc derrière, il y a des responsabilités derrière, et c'est important de les maintenir. Et malheureusement, il y a pas mal de sources d'erreurs. Et là, auparavant, j'avais déjà fait un Major Camp sur lequel je parlais des erreurs dans la lecture de Google Analytics. Là, je vais m'attacher principalement à tout ce qui est erreurs liées aux données de l'expérimentation. Alors, une première erreur qui est, à mon avis, assez fréquente, ne pas calculer l'audience nécessaire. Alors, je ne sais pas si tout ce qui est calcul de l'audience nécessaire, comment vous le faites. Même si le calcul de l'audience nécessaire est souvent fait, l'air de rien, parfois, c'est pas forcément réalisé dans de bonnes conditions. Typiquement, pour ma part, par exemple, j'utilisais un moment l'outil de CXL, par exemple, Conversion Excel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est vraiment focalisé sur tout ce qui est taux de conversion. Et il ne donne pas une taille d'échantillon associée à un effet minimal détectable qu'on veut détecter. Il va plutôt, semaine par semaine, indiquer quel est l'effet minimal détectable qu'on veut obtenir. Donc je ne pense pas qu'il est forcément le mieux à utiliser. Et malheureusement, ce n'est pas toujours simple. En fait, par exemple, imaginons que vous vouliez A/B tester un élément qui est par exemple sur la page d'accueil d'un gros site, mais l'élément nécessite un peu de scroll pour être vu. Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur le comportement et l'audience des utilisateurs qui ont vu la page d'accueil, parce que, on va pas être les mêmes, ils vont être engagés différemment, il y aura beaucoup moins de personnes qui vont le voir. Euh, pour la... Moi, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé, c'est de lancer un A/B test de ce type sur la page d'accueil d'un gros site. Alors, on verra, il y a plusieurs erreurs qui ont été cumulées, on en verra par la suite, mais j'ai un peu paniqué quand j'ai vu l'impact du chiffre d'affaires par utilisateur, par exemple, sur ce test, alors qu'au final, les utilisateurs n'étaient en réalité quasiment pas exposés. Et la donnée qui me faisait peur, en fait, ne voulait strictement rien dire. Donc, il faut toujours apprendre un peu par rapport à ça et avoir une bonne vision de l'audience. Là, par exemple, j'avais coupé très rapidement le test, alors qu'en réalité, il m'aurait fallu, au rythme que j'avais d'utilisateurs sur le test, il m'aurait fallu encore peut-être plusieurs mois, enfin pas mal de mois sur le test pour pouvoir vraiment en tirer une conclusion. Alors, il y a une autre erreur, à mon avis, c'est tout ce qui est soit ne pas suivre, soit trop suivre l'évolution des performances avant la fin des tests. Donc, les méthodes classiques, en fait, elles sont surtout basées sur le fait qu'on ait une taille d'échantillon fixe et on va étudier la significativité une fois qu'on a atteint la taille d'échantillon. Donc, si on la suit quotidiennement, il y a déjà eu des simulations qui le montrent, notamment une qui a été faite par quelqu'un de Stanford pour Optimizely qui montrait ce genre de dérive, mais ça augmente fortement le taux de faux positifs. Si on regarde juste quotidiennement la significativité, et utiliser la méthode bayésienne en soi ne suffit pas à résoudre le problème. Et
Par contre, on peut pas se dire, bah, je laisse le test il va durer 1 mois et je regarde rien. C'est juste, un peu suicidaire, je dirais, de laisser un test tourner et pas se rendre compte, enfin ne pas regarder les performances. Donc pour ma part, en tout cas, ce que je fais, c'est que je laisse le test tourner, j'étudie les performances, mais en fait, il y a 2 choses. De mon côté, dans ce qu'on a mis en place, on voit effectivement quand il y a une significativité qui est basse, mais par contre, il y a pas un conseil automatique qui est: on coupe le test si la significativité, enfin significative de la performance. Par contre, il y a un conseil de bien vérifier, d'une part, qu'il y a pas de avec le session recording, Bitmap, refaire de la recette, vérifier qu'il y a pas un loop, qu'il y a quelque chose qui est vraiment bizarre et qui est pas bizarre, qu'il y a pas juste un bug de marquage, un bug lié à la mise en place. Mais également, il y a autre chose qui est mis en place, c'est une méthode, plutôt plus séquentielle qui est davantage adaptée au suivi quotidien des performances d'un A/B test, qui est basé alors, honnêtement, j'ai surtout récupéré du code que j'avais trouvé, sur Zalando et cetera. Sur la méthode, je l'aurais peut-être pas fait aussi facilement, si je devais le faire moi-même, mais en tout cas qui est basé sur, ce qu'on appelle, la phase pending. J'espère que je dis pas trop de bêtises, mais en gros, plutôt que de considérer que l'erreur alpha, on la regarde uniquement qu'à la fin du test, comment dire, on va être en mesure de suivre l'erreur alpha. Elle va être un peu, je ne sais pas comment donner le terme, mais ça va être un peu réparti partout. Et le seuil alpha, il va être réparti dans le temps, de sorte qu'on puisse regarder quand même de façon quotidienne les performances de l'A/B test, sans pour autant trop augmenter le risque de positif. Alors des liens à partager sur ça, alors pour tout ce qui est alpha François, je suis pas sûr d'avoir saisi. En fait, tu parles de tout ce qui est alpha spending, ce genre de choses? Pour les simulations avec les faux positifs? C'est sur quel sujet exactement tu posais des alors sur l'alpha spending, moi, ce que j'ai honnêtement, pour être tout à fait transparent, j'ai récupéré la méthode qu'avait fait Zalando sur GitHub et c'est dans leur projet Expand où il y a une méthode qui est faite, qui est toute faite, par rapport à ça. En termes de liens, je peux regarder rapidement, je vais essayer de retrouver le lien, mais alors, idéalement, faudrait que j'aurais dû le préparer ce truc-là, alors c'est tout ce qui est picking at AB. Donc déjà, en termes d'études, de simulation, moi je m'étais notamment basé sur ça. Picking at AB test, donc c'est quelqu'un qui travaille, enfin de Stanford, qui a bossé pour Optimizely et qui a travaillé avec eux sur une méthode séquentielle qui est utilisée notamment par une méthode séquentielle qui avait été utilisée et également de mémoire par Uber, entre autres. Qui s'appelle MV-SPRT. Cette méthode-là, j'ai pas réussi à trouver un code tout fait pour l'utiliser facilement, donc j'ai récupéré d'Expan de Zalando. Je vais essayer de trouver le code. Et en gros, en réalité, c'est juste une ligne de code que j'ai récupérée. Derrière, en fait, j'avais un peu tout le reste, on l'a gardé pour éviter on l'a refait pour dépendance. Très bien. Ensuite, donc analyser l'évolution du revenu par utilisateur avec du trafic à peine suffisant pour analyser le taux de conversion. Alors c'est une erreur que je pense que j'ai déjà fait et aussi j'ai vu d'autres personnes commettre la même erreur. En gros, tous les calculateurs type CXL, ils sont plutôt basés sur l'optimisation. Malheureusement, tout ce qui est chiffre d'affaires par utilisateur, panier moyen, et cetera, ça suit, c'est pas la même distribution, c'est pas du binomial, et cetera. Donc ça va demander beaucoup plus de trafic pour avoir quelque chose qui a vraiment du sens. Et quand on doit vraiment optimiser pour le chiffre d'affaires par utilisateur, ça va dépendre, en réalité de la distribution de votre chiffre d'affaires par utilisateur. J'avais déjà vu dans la littérature
que empiriquement, généralement, c'était un tiers de temps en plus. Dans le cadre de mon travail, c'est beaucoup plus en réalité qu'un tiers en plus. Ça va dépendre aussi de l'effet minimal détectable que vous voulez voir, et cetera, mais ça peut être bien. Donc la taille d'audience, elle est sociométrique, donc ça va dépendre de la distribution de la valeur. Voilà, et potentiellement, bah, c'est exactement le cas que j'avais. Je voulais suivre le chiffre d'affaires par utilisateur pour une modification sur une page d'accueil qui nécessitait un scroll. C'était juste absolument irréalisable, et maintenant que je peux le calculer, j'avais des «alertes» entre guillemets. Je voyais que c'était une catastrophe, et c'était juste une fausse catastrophe qui n'était uniquement due à un «manque de rigueur» entre guillemets dans la conception de l'A/B test initialement. Un autre type d'erreur, c'est suivre de nombreuses variantes sans effectuer la moindre correction sur la significativité. Alors, en gros, généralement, quand on fait un A/B test, on va calculer une erreur de type, enfin vérifier qu'une erreur de type 1, elle soit inférieure à la p-value, elle soit inférieure à 5%. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on va tolérer qu'il y ait une chance sur 20 d'avoir une erreur aussi extrême, enfin une différence aussi extrême, juste par chance. Que si jamais, et j'ai déjà eu ce type de proposition d'un collègue, par exemple, de faire 20 variables sur un A/B test et de faire aucune correction dessus. Le problème, c'est que si vous faites 20 variantes, forcément, bah, vous avez une chance sur une, je caricature, mais une chance sur une d'avoir un faux positif dans le test, en fait. Donc, en fait, il y a plusieurs méthodes pour faire des corrections de votre significativité, enfin de vos p-values. C'est des méthodes qui, à la fois, soit vont vérifier, enfin valider, enfin s'assurer, pardon, que ce qu'on appelle la family-wise error rate, ou le false discovery rate reste inchangé malgré le nombre de variantes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais généralement, en fait, avec des librairies Python, il y a pas mal de fonctions toutes faites qui permettent de vérifier cela. Enfin, de s'assurer qu'on n'augmente pas le nombre de faux positifs en multipliant les variantes. Alors, autre erreur possible, c'est confondre la non-validation d'une hypothèse avec la non-validation d'une réalisation. Honnêtement, je pense que je fais encore l'erreur, et je n'ai pas de vrai, comment dire? J'ai pas forcément de vraie solution à ça. Je pense que dans mon évolution future, peut-être que je le comprendrai davantage. Mais quand on crée une hypothèse et que l'hypothèse est déceptive, à la fin de l'A/B test, peut-être que c'est tout simplement parce que le design qui a été réalisé, peut-être que c'est la façon dont ça a été fait qui, au final, entraîne un mauvais résultat. Je vois en tout cas dans les grosses structures qui font de l'expérimentation que parfois ils s'entêtent à faire X expérimentations sur un même sujet avant vraiment d'arrêter. Alors je ne saurais pas encore dire quelle est la règle qu'on doit se donner pour dire on arrête ou pas. Je ne sais pas si de leur côté c'est bien, ou s'ils sont dans des pièges abscons ou pas, mais en tout cas c'est un des risques. Alors, autre cas, ne pas prêter attention à l'assignation variable continue. Donc, en gros, sur le plan théorique, on peut très bien appliquer les mêmes méthodes qu'avec les taux de conversion pour tout ce qui est suivi en gros, tout ce qui est suivi de la significativité, parce que d'après le théorème central limite, ça suit une loi normale et il n'y a pas de problème. Dans la réalité, alors je m'appuie sur quelqu'un d'autre, on va le voir après, il faut vérifier le coefficient d'asymétrie pour être sûr qu'on peut vraiment appliquer ce cas-là, et éventuellement caper, si nécessaire, les valeurs extrêmes pour éviter que des valeurs extrêmes viennent complètement fausser la donne. Donc là, je m'appuie donc sur Ronnie et Coavi notamment. Je donnerai qui explique ce point-là, mais en réalité, il y a des PDF qu'il a écrits qui sont accessibles librement sans rien débourser. Donc en gros, la recommandation qu'il fait, c'est de vérifier que la taille d'échantillon pour chaque variante doit être supérieure à 355 fois le coefficient d'asymétrie
de la distribution de la métrique au carré. Donc voilà, honnêtement, ça va vraiment dépendre, je pense, de votre site e-commerce, mais en tout cas, dans le site e-commerce sur lequel je travaille, il peut y avoir pas mal d'asymétrie. Je vois que c'est pas, ça peut demander ce genre de correction dans certains cas. Autre cas, il y a ne pas suivre la répartition de trafic. Je me rends compte que j'ai un de checker, enfin de parler par rapport à ça. Donc, déjà, à mon avis, déjà, à l'époque, vérifier la répartition de trafic, c'était capital. Aujourd'hui, avec la privacy, je pense que c'est encore pire. Parce que potentiellement, il est possible que par exemple, une landing page où vous travaillez, si elle fait fuir l'utilisateur, peut-être que vous allez avoir moins d'utilisateurs dans cette variante-là. Par contre, les utilisateurs qui, malgré que ça soit une erreur, qu'elle ne soit pas pertinente et qu'elle est vraiment pourrie, les seuls utilisateurs qui vont vraiment être comptés dans l'audience de cette landing page sont peut-être les utilisateurs qui sont déjà séduits par votre marque et engagés, donc on va avoir un meilleur taux de conversion. Donc avec la privacy, tout ce qui est calcul SRM, à mes yeux, c'est encore plus important, encore plus critique. Ça l'était déjà, mais ça l'est encore plus. Le problème, c'est qu'avec le calcul SRM classique, normalement, sur le plan théorique, on peut avoir plein de faux négatifs, faux positifs, tout ça, parce que c'est pas fait pour une surveillance quotidienne. Normalement, la méthode classique de calcul SRM, c'est fait pour être calculé à la fin d'une expérimentation. Donc, bon, j'imagine, après 28 jours, on teste le SRM, on se rend compte qu'il y a un problème. Ça peut être clairement frustrant. Donc, il y a Optimizely qui a partagé une librairie qu'ils ont faite, qui s'appelle basée sur une autre méthode de calcul. Donc, ils l'ont appelé SSRM, c'est sur GitHub aussi, c'est librement accessible. Et là, par contre, ça permet de contrôler de façon séquentielle, tous les jours, quand on veut, s'il y a un problème de réponse. Et là, ça permet du coup, dès le premier jour, si on voit qu'il y a un souci, je ne sais pas si vous le contrôlez de votre côté, mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de voir des problèmes SRM. Et bien là, au moins, vous n'avez perdu qu'une journée, vous n'avez pas perdu 28 jours. Alors, c'est une erreur que je vois aussi dans des tests réalisés par des collègues d'autres pays qui travaillent sur d'autres sites. C'est considérer un test gagnant si une métrique est augmentée de manière inattendue sans la moindre explication et sur un segment particulier. Donc, par exemple, il voulait augmenter le taux de conversion à un endroit et il se rend compte que le chiffre d'affaires par utilisateur pour les utilisateurs desktop est augmenté significativement et ils ne savent pas pourquoi, mais ils considèrent du coup que c'est gagnant. À mon avis, c'est clairement une erreur et le problème, c'est qu'en multipliant les segments, les variables, etc., on va augmenter le taux de faux positif. Pour moi, c'est important d'essayer de comprendre. Après, c'est intéressant dans certains cas, si on a une variable inattendue, de creuser, d'essayer de comprendre, d'essayer de justifier. Mais si on essaye d'augmenter une variable et qu'on a calculé l'audience nécessaire pour vérifier qu'une variable est augmentée, c'est important de se focaliser surtout sur cette variable et regarder les autres éventuellement, mais sans considérer que c'est positif ou non. Éventuellement refaire une deuxième expérimentation avec le calcul, l'échantillon nécessaire ou essayer de comprendre davantage avec du session recording, des indicateurs différents. Alors, je n'ai pas été plus dans le détail par rapport à ça. Ne prêtez attention qu'aux moyennes. En gros, on pourrait très bien imaginer qu'un test, par exemple, est plat, qu'il n'augmente pas le chiffre d'affaires ou le taux de conversion, alors qu'en réalité, c'est peut-être une catastrophe pour certains utilisateurs et c'est peut-être génial pour d'autres. Donc, c'est important dans certains cas de pouvoir creuser par segment le plus possible. Honnêtement, je ne le fais pas assez. Mais pour moi, c'est important, tant que possible, de le faire. J'ai quasiment fini, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a plusieurs livres que je recommande. Donc, il y a notamment celui-ci qui est sur la partie statistique, donc, de Georgiev, qui est notamment formateur sur CXL. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, il donne des formations en ligne sur tout ce qui est optimisation de la conversion.
Et il y a également Trustworthy Online Controlled Experiments qui a été créé par des leaders, donc notamment la personne que j'ai citée plusieurs fois, qui travaille chez Microsoft, LinkedIn, Google, donc Ron Coavi dont je parlais, et qui donne pas mal de conseils, et ça dépasse le cadre purement statistique. Voilà, alors bon, j'ai mis un lien vers mon site, mais je pense qu'il est même plus accessible, je le maintiens plus. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça a été. J'avais pas prévu de faire une présentation, donc ça a été un peu à l'arrache.